Bien. Dans le dernier paragraphe de la première partie du discours de la méthode, Descartes nous dit que le grand livre du monde, c'est-à-dire les voyages, s'ils ne lui ont pas fourni l'universel, la méthode pour la science qu'il cherchait et qu'il n'avait pas non plus trouvé au collège, ces voyages toutefois lui avaient permis de se délivrer, je le cite, peu à peu de beaucoup d'erreurs qui peuvent offusquer notre lumière naturelle. De quelles erreurs communes nous délivrent les voyages, sinon des préjugés à l'égard des étrangers? En effet, nous savons que penser vient du latin pensare, qui est un dérivé d'un terme qui signifie peser, juger. Et il existe deux sortes de pensée. Penser à quelque chose, une pensée intuitive, immédiate, à une personne chère, à un objet, ou penser que, par l'intermédiaire d'un jugement. Par exemple, je pense que les jeudis philo nous font réfléchir. Il s'agit donc, cette fois, d'une pensée discursive, par la médiation d'un discours. Penser sans préjugés, et est-ce, c'est donc penser sans opinion, qui précède un jugement pesé, réfléchi. Et donc, le terme de préjugé est d'abord péjoratif. C'est l'opinion. Or, la première des 4 règles du discours de la méthode cartésienne nous dit justement que le vrai, c'est l'évident, c'est-à-dire l'indubitable, le clair et le distinct, donc l'intelligible, mais qu'on y parvient si nous évitons, et je le cite, soigneusement la précipitation et la prévention. Or, que signifie prévention dans cette phrase-là? C'est être prévenu à l'égard de quelque chose. C'est donc le préjugé. Bien penser nécessite d'éviter le préjugé. Et donc, a priori, nous pourrions penser que nous pouvons répondre oui. Une pensée sans préjugé est possible. C'est la pensée scientifique, qui consiste en des propositions qui peuvent être partagées universellement, par des démonstrations ou par l'expérimentation. Car les opinions qui y faisaient obstacle ont été disloquées, balayées. La science est donc polémique, disait Gaston Bachelard. Elle est full contact, nous dirions aujourd'hui. L'héliocentrisme a dû être renversé, a dû renverser le géocentrisme. Et donc, abat l'opinion et le préjugé. Or, là, il me semble que serait un préjugé que de haïr les préjugés. Depuis Descartes, mais aussi bien avant, lui, l'homme réfléchit sur la pensée. Et je dirais même la pertinence de ces pensées, même s'il n'existait pas encore de terme tel que celui de préjugé. Prenons pour exemple Ulysse, qu'Homère met par écrit vers -700. Dans le 9e chant, Ulysse dit à Alcinous, le roi des Phéaciens, c'est-à-dire le père de Nausicaa, qu'il est resté, lui, Ulysse, 9 ans avec Calypso, la plus belle des nymphes, et quelques années avec la magicienne Circé. Avec chacune d'elles, il eut 2 garçons. Homère lui fait dire, donc je cite Ulysse, « Calypso et Circé brûlèrent de m'avoir pour époux, mais mon âme, jamais, ne se laissa persuader. » Je ferme les guillemets. Diantre, n'est-ce pas là une introspection? Une réflexion sur soi-même qui montre, bien avant la naissance du terme introspection, ou la naissance du terme de psychologie,
que l'homme a capacité d'une réflexion critique sur soi-même et sur ses actes. 2 fois 2 garçons, 4 garçons certes, mais l'esprit d'Ulysse demeure lui attaché à Pénélope et à Télémaque. Il repartira pour Ithaque, car rien ne vaut, dit-il, son sol natal, même pauvre. De même, la biologie nous montre que ce sont les mêmes gènes de développement qui permettent la pensée élémentaire, génétique, réflexe, chez la mouche, le ver de terre, le vertébré, l'homme. La pensée est celle d'un corps pensant, comme l'a bien vu Spinoza. Je vous cite un extrait de Alain Prochian, c'est les Anatomies de la pensée. À quoi pensent les calamars? La pensée, nous dit-il, c'est le rapport adaptatif que les organismes entretiennent avec leur milieu. La pensée des calamars est certes modeste. Elle leur permet de jeter un nuage d'encre sur un prédateur. Elle est de l'ordre du réflexe. L'homme possède, lui, un cerveau jamais achevé et qu'il peut, jusqu'à sa mort, modifier. Nous pouvons, jusqu'à notre mort, modifier nos connexions neuronales, en rejeter certaines parce qu'elles nous semblent obsolètes, et donc commencer à penser de nouvelles hypothèses, de nouveaux projets. En effet, nous pensons avec notre corps. Déjà, le deuxième historien grec, Thucydide, avait de ceci une intuition remarquable. Alors qu'Hérodote estimait que l'histoire était tracée par les dieux, le caprice des dieux, et donc imprévisible. Mieux valait-il même mourir que vivre, parce que les dieux étaient cruels, fait-il dire à Solon. Thucydide, lui, dit au contraire que l'histoire doit se construire, c'est-à-dire déceler le vrai du faux, distinguer les faits légendaires et les faits historiques. Mais, nous dit-il, c'est possible en raison, et je le cite, du caractère humain qui est le leur. C'est-à-dire que pour Thucydide, l'histoire est écrite par les hommes, par leur caractère, qui présente 3 aspects prédominants, 3 passions. Et ces 3 passions sont le désir d'honneur, la gloire, le désir de richesse et la peur. Donc, ces aspects dominants configurent notre pensée. Notre rapport au monde se fait au travers de notre corps et au travers de nos humeurs, de nos passions. Alain Prochian, que je vous ai cité, dit que la zone corticale représentant les pieds d'un homme est considérablement plus large chez un danseur professionnel. Chez un danseur professionnel, la zone corticale qui symbolise les pieds est beaucoup plus large. Néanmoins, nous dit-il, et il a, je pense, tout à fait raison, il précise, là je le cite, « Penser avec ses pieds n'est pas penser comme un pied ». C'est-à-dire que notre pensée est configurée corporellement, ça n'empêche pas de pouvoir penser les plus hautes choses. Je reviens sur le caractère plastique de notre cortex, de notre néocortex aussi, qui fait que c'est nous qui écrivons des livres et discutons des calamars au jeudi philo, et non l'inverse. Notre cerveau, notre corps, permet d'emmagasiner une mémoire plastique, une expérience, et grâce à l'écriture, la culture des peuples passés.
Un animal possède une mémoire, certes. Un chien renoncera à emprunter telle rue parce qu'il s'est fait agresser antérieurement par un congénère. Et donc prudent, il va renâcler à emprunter telle rue. Mais la pensée humaine s'établit, elle, au travers d'une culture, et tout d'abord d'une langue, très très maternelle. Des ethnolinguistes et des philosophes postmodernes vont même faire de ces déterminations culturelles des identités mortifères, et Alain Malouf dirait meurtrières. Certains sociologues, à la manière de Lysenko pour la biologie, ce russe qui disait que la partie de la biologie qui était la génétique qui était bourgeoise, donc, et qu'il fallait s'en méfier, certains sociologues donc vont y compris faire de l'école le lieu de la violence symbolique, de la transmission d'un capital culturel, d'un pouvoir. Je pense que ces théories sont des préjugés. Le corps humain a une plasticité telle que nous pouvons précisément distinguer ce qui relève du préjugé, de la croyance, au contraire, de la théorie, de l'universel, tout en sachant toutefois qu'il n'existe pas d'absolu. Toute théorie demeure provisoire, tant qu'elle n'est pas falsifiée par un fait. Et d'autre part, il n'existe pas de sacré. Nous avons un devoir, parce que nous avons la capacité de réfléchir sur tout. Et Rousseau dirait, avant tout, sur les lois sous lesquelles nous vivons. Donc, alors oui, aux préjugés, comment faire sans ? Oui, aux préjugés, comment faire sans croyance, sans hypothèse ? Mais pas seulement. L'universel est atteignable. Nous en sommes capables, discutons-en.